Ravi de vous retrouver ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal décalé de quelques heures afin de permettre aux férus du football de suivre les différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ceci dit, voici les titres. Les assassins de Raviette Selvik Tsantse-Ngandolo, une fois retrouvés, répondront de leurs actes devant la justice. C'est ce qu'a déclaré le procureur de la République, Oko Ngakala, qui a requis une enquête à cet effet. Le programme national de filets sociaux s'est déployé dans le département de la Cuvette où 596 ménages vulnérables de Ngoko ont reçu de l'aide sociale, nous dira Serge Bruno Mienarata. Tout est fin prêt pour la tenue réussie du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Son rapporteur Parfait Iloki l'a dit au cours de la conférence de presse qu'il a animé ce jour à Brazzaville, pendant que dans les départements du Poul et de l'Ankeni à Lima, les sièges fédéraux du parti ont été inaugurés en présence de Pierre Ngolo et de Isidore Mvuba. Mesdames, Messieurs, développons ces titres. Ouvrons ce journal par cette information. Le chef de gare du CFCO de Brazzaville, Raviette Selvik Tsantse-Ngandolo, a été brutalement arraché à l'affection des siens. Son corps sans vie a été retrouvé il y a quelques jours au cimetière privé La Grâce, dans le 9e arrondissement d'Jiri. Informé, le procureur de la République, André Okongakala, a requis l'ouverture d'une enquête pour que les présumés auteurs de ce crime soient retrouvés et répondent de leurs actes devant la justice. Ulrich Mabika. Selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, les investigations menées révèlent que le samedi 20 décembre 2025, aux environs de 19h, le nommé Raviette Selvik Tsantse-Ngandolo, chef de gare CFCO Brazzaville, domicilié au quartier Ngambio La Base, en Filou, 7e arrondissement, quittait son domicile pour se rendre à une veillée mortuaire au fin d'assister à une famille endeuillée. Depuis ce jour, ce dernier n'est jamais revenu chez lui et ce n'est que dans la matinée du 23 décembre 2025 que son corps sans vie a été découvert avec des traces de violence au cimetière La Grâce. Actuellement, son corps a été déposé à la morgue municipale de Brazzaville. Informé de ces faits, le parquet de la République a immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête devant les services de police aux fins de déterminer les causes et les circonstances réelles de ce meurtre, rechercher sans délai le ou les présumés auteurs de ces faits et les présenter au parquet après clôture de l'enquête. Toujours selon le communiqué, la victime a la nationalité congolaise, célibataire et père de 3 enfants. Autre volet de l'actualité, clôture hier de la 7e session ordinaire dite budgétaire de la 4e législature du Sénat. Dans son allocution de clôture, le président de la Chambre haute du Parlement a salué le bilan du quinquennat 2021-2026 consigné dans le livre En toute transparence présenté lundi dernier aux députés et aux sénateurs par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Florent Ngwili. Évoquons la présentation du livre bilan du quinquennat du président de la République présenté par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Évoquons la présentation du livre bilan du quinquennat du président de la République présenté par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Pierre Ngolo a salué la détermination du président de la République face aux défis majeurs. La journée parlementaire organisée hier, dédiée à la présentation par le Premier ministre chef du gouvernement de l'ouvrage En toute transparence 2021-2026, le bilan du quinquennat nous a fixé sur l'itinéraire parcouru par le Congo pendant les 5 dernières années. Nous saisissons, je l'ai dit hier, nous saisissons par cet ouvrage que le quinquennat qui s'achève a été celui des défis majeurs, mais aussi des réponses courageuses. Je renouvelle ici le vœu que nous, sénateurs et collaborateurs,
nous élevant au-dessus de nos inclinations partisanes, portions au peuple avec responsabilité, sincérité, sans zèle ni aigreur, le message de la vérité et de l'espoir. En un Congo fermement placé sur la trajectoire de la paix, de la stabilité et du développement. Avant de terminer son propos, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a souhaité une bonne et heureuse année aux sénateurs ainsi qu'à leurs collaborateurs. Le parcours inspirant du chef de l'État Denis Sassou Nguesso à l'endroit de la jeunesse congolaise a suscité l'admiration du comité d'organisation des prix du mérite Denis Sassou Nguesso qui lui a décerné un prix honorifique. C'est le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, qui a reçu mission de réceptionner ce prix des mains de la présidente d'honneur du collectif des jeunes émergents avant que les Kundu Tchatcha, notant que le prix du mérite Denis Sassou Nguesso récompense les jeunes Congolais brillant dans divers secteurs en vue du développement de notre pays. Nelson Zao. Des noms, dès qu'ils sont prononcés, inspirent le respect et l'admiration, exorcisent les démons de la peur et de la procrastination et glorifient l'audace pour une destinée hors du commun. C'est le cas de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. La deuxième édition de ce prix qui porte son nom en est une parfaite illustration car cet événement place sur un piédestal des jeunes qui se distinguent dans leur champ de prédilection pour le rayonnement du Congo. L'Afrique en son unité et en sa diversité est peuplée d'hommes et de femmes d'honneur. L'exemple du président de la République, Denis Sassou Nguesso, est des plus éloquents. Sa trajectoire extraordinaire depuis son village natal d'Edou jusqu'à l'entrée du palais présidentiel est une source d'inspiration pour tous, y compris la jeunesse. Chers jeunes, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes la force vive de notre nation. Son énergie, son souffle et son avenir. Je vous invite à croire fermement en vous, à ne jamais laisser ni la peur ni le doute étouffer vos rêves. Osez, fixez-vous des objectifs, formez-vous, travaillez avec sérieux et discipline, car aucun effort n'est vain lorsqu'il est tourné vers le progrès. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, a réceptionné le prix honorifique décerné au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour son parcours inspirant de génération en génération, avant que le représentant des lauréats ne témoigne sa gratitude à l'initiatrice du prix du mérite, Denis Sassou Nguesso. Ce trophée n'est pas une fin en soi, mais un rappel de la responsabilité que nous incombe désormais, celle de continuer à oser, à innover, à servir d'exemple. Pour cette deuxième édition, 150 lauréats venus des 15 départements du Congo ont reçu les prix du mérite Denis Sassou Nguesso. Dans le département de la Cuvette, près de 600 ménages vulnérables de la sous-préfecture de Ngoko ont reçu l'aide sociale d'appui du Programme national de filets sociaux. Il s'agit de transferts monétaires alloués aux familles certifiées pauvres et très pauvres pour leur permettre de faire face aux besoins urgents liés à la scolarisation de leurs enfants ainsi qu'aux soins médicaux. Serge Bruno Mienarata. C'est à la tombée de la nuit que la délégation du Programme national des filets sociaux PENFES en abrégé foule le sol de Ngoko sous l'éclairage de ses lampadaires. Se conformant aux normes, Nixtela Corélie Oko Mavungu, coordonnatrice de ce programme, décline l'objet de cette mission au service de sécurité de la localité. Et au deuxième jour, tous les contours techniques préalables au paiement des aides sociales d'appoint aux populations vulnérables de Ngoko sont cernés avec les autorités locales. Les personnes très pauvres, les personnes âgées et celles vivant avec handicap sont prioritaires.
Juste après, le programme national de filets sociaux s'est mis à l'œuvre. La coordonnatrice de ce programme, Nixtela Corélie Oko Mavungu, procède au paiement à domicile des grabataires et personnes âgées du village Enyongo à 15 km de Ngoko Centre. Au troisième et dernier jour, les populations venues des villages environnants ont fait le déplacement de Ngoko Centre. Au total, 596 ménages ont pu obtenir l'aide sociale d'appoint pour couvrir les besoins urgents liés à la scolarité des enfants, aux soins médicaux et à leur nutrition. Cerise sur le gâteau, l'aide sociale, la fête des kits alimentaires a été accordée aux nombreuses familles de Ngoko. Comme vous le savez, nous sommes déjà dans l'effervescence des festivités de fin d'année. À l'initiative de la Fondation Femmes ne pleurent pas, que dirige Georgette Okemba, un grand carnaval de Noël a été organisé ce jour à Brazzaville au profit des enfants de 11 orphelinats. Le reportage est signé Mon Désir Ondende. En cette période de Noël où l'espoir et le partage prennent tout leur sens, une vague de joie a déferlé sur les visages de dizaines d'enfants. Tout a commencé par un carnaval de Noël impressionnant pour rappeler que la solidarité n'est pas un simple mot, mais un acte capable d'illuminer une enfance et de bâtir un avenir plus humain. La Fondation Femmes ne pleurent pas, que dirige Madame Georgette Okemba, manifeste par cet élan philanthropique que le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Madame égale à maman. C'est les cœurs qui font en sorte qu'on pense aux enfants qui sont démunis, des enfants abandonnés, des orphelins. Noël, c'est pour les enfants, que Noël soit réellement pour les enfants aujourd'hui, pour leur donner, redonner le sourire. On ne peut pas passer à côté de ce que Dieu nous demande. Quand vous en avez un peu, vous devez partager. Et vous partagez avec ceux qui n'en ont pas. L'événement s'est déroulé en présence de hautes personnalités, parmi lesquelles le ministre conseiller spécial du président de la République et l'ambassadrice plénipotentiaire de la République populaire de Chine. Cela témoigne de l'importance de la solidarité et du soutien aux actions humanitaires en faveur de l'enfance. C'est ce que souligne d'ailleurs l'ambassadrice plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Congo. Je suis très contente de venir ici avec vous et participer à cette activité. C'est la première fois que j'ai assisté à ce genre d'activité à votre beau pays, la République du Congo. Et surtout, l'ambiance est pleine d'amour. J'ai remarqué un grand sourire dans chaque visage des enfants. Et c'est grâce à Madame la Présidente de la Fondation, à tous ceux qui font des efforts, qui travaillent pour l'ouvrage de charité. Des jouets, certes, mais surtout des sourires retrouvés, des rêves ravivés et un message fort, celui de l'amour, de la dignité et de l'espoir. Pour ces enfants orphelins, cette journée restera gravée comme un moment rare où la fête a remplacé l'absence et la générosité a réchauffé les cœurs. Dans la capitale économique, les travaux de la 9e session ordinaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire se sont achevés ce jour sous la houlette de la présidente de cette institution, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitiel Mouepouati. Découvrons les principales conclusions de cette session avec Tech Kayakaya de Télé Pointe-Noire. D'intenses travaux, les rideaux sont tombés ce 24 décembre 2025 sur les travaux de la 9e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire qui a adopté les points principaux suivants. Sur la base du rapport de la Commission économie et finances, les conseils départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité avec amendement
le budget supplémentaire 2025 et la délibération s'y rapportant. Celui-ci s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 21 474 102 731 francs. Examiné à travers le rapport de la Commission administration et affaires juridiques, la délibération autorisant le bureau exécutif à signer un accord de partenariat avec l'association Paris-Pointe-Noire en vue de la construction d'un orphelinat et d'un dispensaire à la commune de Pointe-Noire a été adopté à l'unanimité avec amendement par les conseillers départementaux et municipaux. Très optimiste pour l'avenir du département et de la municipalité de Pointe-Noire, tout en étant inspiré par le leadership éclairé du chef de l'État, la présidente du dit conseil, Evelyne Chichele, a clos les travaux en ces termes. L'un des mérites de cette session est précisément d'avoir échangé et non d'avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons. C'est ainsi qu'ensemble, nous sommes parvenus à adopter notre compte administratif et de gestion à l'effet de nous prémunir de toute forme de balbutiement lors de notre prochaine session de février de l'année nouvelle qui pointe à l'horizon. Ainsi que le prescrit si bien son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans l'axe 1 de son programme « Ensemble poursuivons la marche », nous recommandons de rationaliser l'État. C'est avec un souhait de passer une excellente fête de Noël et de bonne année 2026 qu'a renchéri la présidente du Conseil que les distingués conseillers et invités se sont séparés dans une atmosphère cordiale. Toujours à Pointe-Noire, le Conseil congolais des chargeurs, dont les principales missions sont l'assistance multiforme aux chargeurs et l'encadrement du transport multimodal, a tenu sa session budgétaire. Sous la coordination de Jean-Luc Osso, président du conseil d'administration, les administrateurs ont adopté le budget exercice 2026 de cette entreprise. Budget que nous révèle Huguette Espérance Akira, Kerensky Bamoumina et Ben Opena dans ce reportage. Après plusieurs heures d'échanges autour des 3 affaires inscrites au tableau de cette session budgétaire, les administrateurs et experts ont adopté un budget en adéquation avec le programme d'action 2026 du Conseil congolais des chargeurs. Le projet de budget exercice 2026 est arrêté en ressources et en emploi à la somme de 9 465 790 455 francs CFA. Ce budget de tous les enjeux permettra à coup sûr de mener quelques actions prioritaires de son programme d'action exercice 2026, notamment avec l'organisation de la 2e journée nationale du chargeur, la mise en place effective de l'Observatoire national des transports, la formation du personnel. Dans son allocution conclusive des travaux de cette session budgétaire, le président du conseil d'administration s'est satisfait des résultats obtenus qui riment avec la vision du chef de l'État de mailler le Congo d'infrastructures logistiques et de transport à l'orée de son entrée dans la ZLECAf. Notre mission consiste à capitaliser la vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, celle de consolider et d'affirmer la vocation de pays de transit de notre pays grâce, entre autres, à un système logistique performant qui fluidifie les échanges par le biais des chargeurs, imprégné des enjeux et défis que représente la zone de libre-échange économique africaine. La motion de remerciement au président de la République pour son appui constant qu'il ne cesse d'apporter au Conseil congolais des chargeurs a marqué l'épilogue de cette session budgétaire. Dans le département du Poul, après l'étape de Lumo, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, s'est rendue dans la sous-préfecture de Lwingwi. Dans le cadre du projet Colissa, elle a remis des chèques aux entrepreneurs et artisans de cette localité, question de favoriser l'essor de leurs activités génératrices de revenus. Sylvie Karine Goteni. C'est après Mindouli et Lumo que le programme Colissa est arrivé à Lwingwi, localité qui occupe une place particulière dans la chaîne de valeur économique du Poul, tant pour sa capacité de production que par la résilience de ses acteurs. Ici, 89 entrepreneurs ont bénéficié des microcrédits d'un coût total de 17 572 000 francs CFA. L'objectif étant de propulser le développement socio-économique local. Une occasion pour le directeur général de la Caisse de développement communautaire d'exprimer sa gratitude.
Cet instant si mémorable donne la voix à la Caisse d'appui au développement communautaire pour remercier très sincèrement le chef de l'État et son gouvernement pour la priorité accordée à l'employabilité des jeunes et au partenariat public-privé, l'un des moteurs du développement. Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, marraine de l'événement, soyez rassurés que nous naviguerons conformément aux clauses prescrites afin que nous arrivions à bon port. Aussi, l'écosystème mis en place par vos soins, en tête le FIGA, demeure pour notre structure un véritable noyau dur, gage de la réussite et de la satisfaction mutuelle. Le directeur général adjoint du FIGA a appelé les promoteurs à la responsabilité. La réussite de ce programme à Luingui et dans tout le pool repose sur la qualité de notre partenariat avec la microfinance CADES, que j'invite fortement à encadrer les bénéficiaires ce jour en termes d'information sur le calendrier rapide de paiement. Le FIGA a déjà mis sa garantie vis-à-vis de la microfinance. Je vous encourage à utiliser ces ressources avec sagesse, à développer votre entreprise avec ambition et à devenir les modèles qui inspireront les prochaines générations d'entrepreneurs du pool. Ces appuis dépendent de la taille de l'activité menée, a fait savoir Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des PME et de l'Artisanat, qui avait à ses côtés sa collègue de l'économie forestière Rosalie Matondo. Luingui, le département du Poul et les localités que nous avons déjà traversées sont des bassins de production. Les gens travaillent, les gens cultivent la terre, les gens font de l'élevage, le commerce, le transport. Et c'est pour cela que le président de la République nous a demandé de venir encourager ceux qui travaillent. Depuis le début de l'année, 2828 femmes et 1386 hommes, soit 4419 personnes, ont reçu des accompagnements du FIGA sur tout le territoire national. Et dans le département du Poul, nous sommes à 904 bénéficiaires. Nous espérons atteindre les 1000 bénéficiaires, ce qui est notre cible initiale. L'implication personnelle du député de la circonscription de Luingui, Elbe Bidier, a été décisive pour la pleine réussite de cette cérémonie. Toujours dans le département du Poul, les entrepreneurs et artisans de la sous-préfecture de Kinkala ont également reçu l'appui financier du gouvernement dans le cadre du projet Colissa des mains de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, en présence de sa collègue de l'économie forestière Rosalie Matondo, sous le regard admiratif du préfet du département du Poul, Jules Monkala-Tchoumou. Noémie Cocotte signe ce reportage. Le projet Colissa, soutenu par le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA, a été bien accueilli le 23 décembre à Kinkala, chef-lieu du département du Poul. Après Mindouli, Lumo et Luingui, Kinkala, ville considérée comme le grenier agricole de Brazzaville, a enregistré sa première cohorte de bénéficiaires à la veille de Noël. Au total, 306 personnes, dont 223 femmes et 83 hommes, ont bénéficié de ce produit pour un montant global de 50 millions de francs CFA. Je suis très content, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Ça, c'est ma première fois. Bon, je vais continuer et ceux qui sont derrière nous doivent aussi venir. Vraiment, je remercie au gouvernement congolais. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'est très bon. Le chèque correspondant a été remis à la Caisse d'appui au développement communautaire en vue de soutenir la création et le développement des petites entreprises. Ces activités jugées résilientes participent à la stabilisation du tissu du département du Poul. Il faudrait non seulement les encourager, mais surtout leur apporter les appuis nécessaires de sorte à consolider ces activités afin de les rendre pérennes. S'adressant aux bénéficiaires, les ministres Rosalie Matondo, en charge de l'économie forestière, et Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des PME et de l'Artisanat, les ont exhortés à faire un usage responsable des fonds reçus. Elles ont rappelé que cette initiative s'inscrit dans la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de promouvoir et développer les secteurs des PME et de l'artisanat afin de diversifier l'économie congolaise. Merci beaucoup à Papa Sassou parce que nous avons besoin qu'il fasse plus, qu'il continue à faire plus pour cette jeunesse. Nous avons besoin de lui pour continuer son œuvre. Nous avons besoin de sa sagesse, cette paix permanente dans le Poul. Personne et personne ne peut nous enlever cette paix ramenée chèrement par
son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes jaloux de cette paix et nous voulons que lui, seul lui, puisse être là pour nous assurer la paix, la tranquillité et la stabilité dans le département du Poul. Et nous continuerons à réfléchir avec le FIGA des mécanismes financiers adaptés aux jeunes, aux femmes, que nous puissions être sûrs d'atteindre toutes les cibles et que personne ne soit laissé au bord de la route. Il s'agit de valoriser les chaînes de valeur agricoles et artisanales dans le département du Poul, mais aussi la digitalisation progressive, l'accès aux nouvelles technologies de nos jeunes. Les activités du projet Colissa se poursuivront en 2026 dans le département du Poul ainsi que dans les autres départements du pays. Puisque nous sommes dans le département du Poul, restons-y pour signaler l'inauguration du nouveau siège de la Fédération du Parti congolais du travail de ce département par le secrétaire à l'organisation, Gabriel Ondongo. Porté par la présidente fédérale Marie-Jeanne Koulombo, le projet de construction de cet édifice R+3 a été rendu possible grâce à la contribution de plusieurs donateurs. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a figuré parmi les personnalités qui ont assisté à cette inauguration. Merveille Isombo y était pour le compte de Télé Congo. C'est une historique et grandiose cérémonie à marquer d'une pierre blanche à la Fédération PCT Poul. Les cadres et militants du PCT de cette partie du pays, longtemps privés d'un cadre propice de travail, peuvent aujourd'hui pousser un ouf de soulagement suite à la construction de ce siège de 3 bâtiments, pensés dans un style architectural qui allie design moderne et esthétique. Le projet est réalisé sur un terrain de 1115 m² et comprend 3 bâtiments, donc un bâtiment principal de type R+2, la salle polyvalente, rénovée et dénommée l'Étoile de Kinkala, couvrant une surface de 197 m² pour une capacité de 200 places assises. Le coût des travaux, bien entendu, s'élève à la somme de 209 113 230 francs CFA. Comme toute bonne mère qui porte son bébé, la construction de ce bijou a été un rêve caressé par la présidente fédérale du PCT Poul depuis son installation à ce poste. Il a fallu consentir 5 années pour voir ce rêve devenir enfin réalité grâce aux efforts des cadres et militants ainsi que d'autres personnes de bonne volonté qui ont chacun mis la main à la poche. Ce bijou architectural qui se dresse aujourd'hui devant nous remet véritablement le Parti congolais du travail en orbite dans notre département. Il vient matérialiser une ambition longtemps nourrie, celle d'offrir à nos structures et à nos militants un cadre de travail à la hauteur de la vision du Parti congolais du travail. Chers camarades, vous pouvez être fiers de vous, de ce que nous avons bâti ensemble. Vous avez prouvé qu'au-delà de nos liens de camaraderie, nous sommes des bâtisseurs. Oui, nous sommes des bâtisseurs qui suivent les pas du grand bâtisseur, le bâtisseur infatigable. J'ai cité le camarade président Denis Sassou Nguesso. Au nom du secrétaire général Pierre Moussa, le secrétaire permanent chargé de l'organisation et de la mobilisation du PCT qui a coupé le ruban et dévoilé la plaque inaugurale, a placé cet acte de haute portée politique sous le signe de l'attachement des cadres à leur parti. La mise à disposition au Parti congolais du travail de ce siège est un acte de grande portée politique qui traduit de manière éloquente l'une des attaches des cadres avec leur parti. J'en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour que ce bijou soit utilisé à bon escient et jalousement préservé. Après la bénédiction du site par les dépositaires du pouvoir ancestral, une visite guidée a permis à la délégation d'apprécier tous les compartiments de cet ouvrage qui attire les regards des populations de la ville de Kinkala, mais aussi et surtout des passagers. Même son de cloche dans le département de la Kénie à Lima,
Créée il y a à peine quelques mois, la Fédération du Parti congolais du travail de ce département, que dirige Yves Fortuné Mundelengolo Eurosia, dispose désormais d'un siège grâce au ministre Hugues Ngwelondele. Ce siège a été mis à la disposition des militants ce jour par le commissaire politique Pierre Mabiala en présence de plusieurs personnalités dont le président du Sénat Pierre Ngolo. Reportage Brice Stel Ngongo. Encore une marque déposée de la présence politique du Parti congolais du travail qui est exprimée à travers l'inauguration de ce nouveau siège de Gomboma dans le département d'Nkeni-Alima, dont de Hugues Ngwelondele, membre du comité central de cette formation politique. Ce bâtiment, à en croire le président fédéral de ce département, offre un cadre de travail idéal pour les militants et militantes de la fédération PCT Nkeni-Alima. Ce siège nous offre des conditions de travail idoines et est à la hauteur des ambitions de notre grand et glorieux parti dans ce département. Il est à son image, à savoir solide dans ses fondations, clair dans sa ligne, fidèle à ses valeurs et conquérant dans ses ambitions. À la veille du 6e congrès ordinaire et de l'élection présidentielle de mars 2026, ce siège envoie un message clair et sans aucune ambiguïté. Ici, c'est le PCT. Ce bâtiment nous place face à nos exigences, à savoir d'être à la hauteur de l'outil qui nous est confié. Il nous revient désormais de faire vivre ces murs par l'action militante, la discipline, la cohésion et l'exemplarité dans un esprit de franche camaraderie. L'occasion est aussi tout indiquée pour Yves Fortuné Mundelengolo de porter à l'attention du président de la République Denis Sassou Nguesso le souhait des militants et militantes du Parti congolais du travail qui depuis un moment déjà ne cessent d'appeler à sa candidature pour l'élection présidentielle de mars prochain. Au très grand camarade président Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, père de la nation congolaise, bâtisseur infatigable du Congo des villes et des villages, et notre grand timonier de la nation. Nous voulons lui dire que la terre de nos ancêtres vibre déjà. Elle vibre dans les profondeurs des eaux de l'Ankeni et de l'Alima. Elle vibre car les peuples espèrent et les militants s'impatientent. Très grand camarade président, nous voulons vous dire que nous sommes déjà rangés en ordre de bataille pour que vous poursuiviez l'œuvre de métamorphose de notre pays dans la paix et l'unité. C'est pourquoi, avec la foi du militant et la voix de la base, nous vous demandons très respectueusement de répondre aux appels à candidature qui résonnent dans tout le pays. Répondez à l'appel du peuple congolais, qui du nord au sud vous réclame encore à la tête de notre pays. Coupure du ruban symbolique par le commissaire politique de ces départements Pierre Mabiala, en lieu et place du secrétaire général de cette formation politique Pierre Moussa, le nouveau siège du PCT de Gomboma est situé à quelques encablures de la route nationale numéro 2. Comme vous le savez, plus que 72 heures nous séparent de l'ouverture des travaux du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Toutes les commissions ont abattu un travail de titan et tout est mis en œuvre pour le succès de ces assises. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée ce jour par le rapporteur du congrès, Parfait Iloki. Reportage Nifa Avourondi. Général du 6e congrès ordinaire du PCT, avec la presse à 3 jours de l'ouverture des travaux de cette grand-messe, a permis à Parfait Iloki de faire un bilan d'étape des travaux des 14 commissions préparatoires avant de fixer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de ce grand rendez-vous décisif. Le congrès a au moins 3 enjeux. Le premier, il est principiel. Nous nous retrouvons chaque 5 ans de façon quinquennale, quand nous le pouvons, mais c'est statutaire. Chaque 5 ans, qu'il y ait un événement ou pas, 5 ans, il faut qu'on s'asseye pour non pas faire la fête, mais pour faire le point de l'organisation. Objectif numéro 2, c'est de sortir de ce congrès avec le candidat du Parti congolais du travail à l'élection présidentielle de mars 2026. Troisième objectif, c'est de s'organiser davantage, parce que le congrès a pour vocation
d'organiser le parti, principalement, de réchauffer les instances, renouveler les instances. Au cœur de son intervention, les 165 recommandations issues du 5e congrès ordinaire. Ici, l'orateur du jour a révélé avec clarté que tous les objectifs, ou presque, ont été atteints. Oui, les objectifs du congrès de 2019 ont été largement atteints. Je vous en citerai les 3 principaux. Nous nous étions séparés à Kintélé avec l'objectif de gagner l'élection présidentielle. Le PCT a gagné l'élection présidentielle avec 88,40% de suffrage du candidat du Parti congolais du travail, le camarade Denis Sassou Nguesso. L'autre objectif, les élections locales. Commençons par l'élection sénatoriale. Soit 59 sénateurs sur les 72. Interrogé sur les critères et le nombre des participants au congrès, Parfait Iloki indique que 3000 congressistes de 3 catégories sont attendus. Nous n'avons pas fait des choix hasardeux, je ne pense pas. Et c'est pour cela que vous n'entendrez pas les gens se plaindre. Simplement, on sait que c'est la politique de l'entonnoir. On est nombreux, mais il faut une représentation. Mais nous avons essayé de contourner cela en essayant de faire des représentations au niveau fédéral et au niveau des comités. Cette conférence de presse qui a tenu toutes ses promesses aura permis à Parfait Iloki de repréciser les ambitions et les enjeux du 6e congrès ordinaire du PCT, présenté comme un moment ultime de réflexion stratégique. En politique toujours, le comité départemental de Brazzaville du MCDDI, le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, a tenu à l'hôtel de préfecture sa 2e session extraordinaire. Sous la houlette du secrétaire national Désiré Sostène Matoko, les participants à cette session ont appelé à la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de mars prochain. Reportage Marina Ossoli et Albert Ekeni. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en mars prochain, les acteurs politiques intensifient leurs actions de terrain. C'est dans ce cadre que le comité départemental de Brazzaville du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI, a réitéré au cours de cette session extraordinaire son engagement à soutenir la candidature du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le comité départemental du MCDDI Brazzaville est prêt à suivre son candidat. Nous lançons un appel solennel au président de la majorité présidentielle, M. Denis Sassou Nguesso, afin qu'il fasse acte de candidature à l'élection de mars 2026. L'occasion a aussi permis aux délégués de Makelekele, de Bakongo et bien d'autres arrondissements de Brazzaville de lier la parole à l'acte. Pour joindre l'acte aux paroles, nous lançons une quête pour soutenir votre candidature et matérialiser notre ambition et notre dynamisme. Ensemble, unis par l'alliance MCDDI-PCT, socle de l'unité nationale, fidèles à la majorité présidentielle, nous proclamons notre engagement, notre confiance et notre espérance. L'engagement est pris. Rendez-vous donc sur le terrain électoral pour le soutien de leurs candidats. À Makelekele, les associations des jeunes et des personnes âgées, sans oublier les ONG réunies à la faveur de la rencontre citoyenne organisée par Belinda Aïssa, citoyenne d'honneur de cet arrondissement, ont à leur tour convié le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à briguer un autre mandat en 2026. Edvel, Délice, Mampassi, signe ce reportage. Premier arrondissement de Brazzaville, les forces vives se sont mobilisées ce jour à la faveur d'une rencontre citoyenne placée sous le signe de l'engagement et de la responsabilité collective, une initiative portée par Belinda Aïssa, citoyenne d'honneur de cet arrondissement. Les associations de jeunes, de personnes âgées ainsi que plusieurs ONG de la société civile ont à cette occasion lancé à l'unisson un appel solennel au président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'invitant à faire acte de candidature à la prochaine élection présidentielle. Ces acteurs de terrain de Makelekele estiment qu'il demeure l'homme capable de créer les conditions nécessaires à la relance et au développement socio-économique du pays.
nous, jeunes de l'arrondissement 1 Makelekele, appelons de tous nos voeux son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Nous, sages de l'arrondissement numéro 1 Makelekele, invitons très respectueusement son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Citoyen d'honneur de Makelekele et initiatrice de cette rencontre, Belinda Aïssa, bravant la pluie, a tenu à joindre sa voix à celle des jeunes, des sages et des représentants associatifs de Makelekele. Les grandes œuvres exigent des hommes de grande stature, nous enseigne Victor Hugo. Au regard de cette grandeur reconnue et face aux défis majeurs qui appellent encore lucidité, sagesse et autorité d'expérience, il apparaît légitime et nécessaire que le leadership du président Denis Sassou Nguesso se poursuive, continue à éclairer la destinée nationale. Monsieur le Président de la République du Congo-Brazzaville, depuis Makelekele, premier-né des arrondissements de Brazzaville, nous vous prions d'être candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Présent à cette rencontre citoyenne, le premier citoyen de Makelekele, Edgar Basukisa, administrateur maire de l'arrondissement, a pris acte des préoccupations et des doléances exprimées par les populations, assurant de les transmettre aux autorités compétentes. Je suis heureux et fier de vous savoir nombreux à cette rencontre citoyenne que Mme Belinda Aïssa a bien voulu organiser ce jour. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi vos déclarations, à travers lesquelles vous vous engagez à cultiver la paix et à se l'approprier. La paix, credo cher à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Malgré la forte pluie qui s'est abattue ce mardi sur Brazzaville, les populations de Makelekele sont restées mobilisées, démontrant leur détermination et leur engagement en faveur des initiatives portées par Belinda Aïssa. Signalons que cette rencontre citoyenne a ainsi servi de cadre d'expression démocratique et de mobilisation populaire, un message fort lancé depuis la base qui témoigne de l'attachement d'une frange de la population aux idéaux de continuité et de stabilité à la tête de l'État. Au chapitre éducation, les travaux de la 9e commission d'agrément des établissements privés d'enseignement supérieur ont connu leur épilogue aujourd'hui. Placée sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, cette commission a statué sur les agréments de création, d'extension, de nouveaux programmes, des agréments provisoires et définitifs des établissements dorénavant autorisés à œuvrer dans l'enseignement supérieur au Congo. Le reportage est signé Dadi Evrard Ossila. La 9e commission d'agrément des établissements privés de l'enseignement supérieur statuant sur les 65 dossiers de demande de création, d'extension, d'ouverture de nouveaux programmes et d'agrément partiel et définitif, présidé par la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Edith Delphine Emmanuel, faisant basculer le destin des établissements souhaitant agir dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, affiche des résultats satisfaisants et élargissant l'horizon des acteurs de ce secteur, selon Manuel Nguye, directeur des affaires académiques de l'enseignement supérieur. Sur 33 dossiers de demande d'agrément, de création, d'ouverture et définitive examinés, 29 ont reçu un avis favorable. Sur les 32 programmes, 18 ont reçu un avis favorable. Cette session opte aussi pour une harmonisation approfondie des critères d'éligibilité.
l'harmonisation des termes employés pour désigner les différents types d'autorisation et d'agréments, notamment la création, l'ouverture, le provisoire et le définitif. La ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Edith Delphine Emmanuel, à l'issue de ses travaux, appréciant la rigueur et l'impartialité, ayant gouverné ses choix, encourage cette diversité de l'offre en établissement privé de l'enseignement supérieur. Vous avez veillé à ce que les textes qui régissent l'activité privée de l'enseignement supérieur de notre pays soient respectés afin que l'on puisse avoir un secteur privé de l'enseignement supérieur non seulement dynamique, non seulement respectueux de la réglementation, mais surtout tourné vers la performance. Je voudrais donc vous féliciter pour votre contribution à la mise en place d'un système efficace et efficient d'enseignement supérieur dans notre pays. Instaurés pour intégrer dans le bon ordre les acteurs privés dans cette sphère du savoir, la marche reste longue et les promoteurs rejetés aujourd'hui ont toujours la chance de mieux se présenter en juin prochain. 200 jeunes formés aux différents métiers par Yekolab Academy sont dorénavant prêts à intégrer le monde du travail. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation des mains de Prince Mikrist Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, comme le signifie Fabrice Kessé dans ce reportage. Ils sont au total 200 jeunes à avoir reçu leur certificat de fin de formation, marquant ainsi l'aboutissement de plusieurs mois d'apprentissage dans divers domaines: restauration, pâtisserie, secrétariat, gestion des ressources humaines, journalisme ou encore hôtellerie, autant de filières qui ouvrent ici des perspectives concrètes d'emploi et de taux pris en charge. La remise des certificats aujourd'hui est un fruit de partenariat stratégique et exemplaire entre le Conseil consultatif de la jeunesse et la structure Yekolab. Prince Mikrist Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, partenaire de cette initiative, a encouragé ces récipiendaires qui vont s'insérer dans le monde professionnel. Lorsque j'obtiens ma maîtrise en droit des entreprises en Tunisie, je me pose des questions, les mêmes que vous êtes posées certainement sur mon avenir. C'est ce qui m'a amené à me tourner vers une profession, une corporation, le droit notarial, puisque j'étais déjà dans du droit. Et je suis donc allé pour parfaire cette formation à l'université Paris 10 Nanterre-La Défense. Et c'est là où c'est intéressant. En 2012, donc, lorsque je franchis le seuil de cette université, je fais mes classes normalement, mais des événements que je ne vais pas indiquer ici, peut-être familiaux, ont fait que je ne sois pas en mesure de valider mon année de Master 2 tout de suite après en 2012. Et vous savez que lorsque un échec se présente à nous, quelquefois, on a deux solutions. Ou on abandonne, ou on fait quoi? Ou on persévère, ou on continue, vous avez raison. À travers cette cérémonie, Yekolab Academy se positionne comme un véritable catalyseur de talents engagé dans l'insertion et la réinsertion professionnelle des jeunes dans un contexte socio-économique exigeant. Je suis sorti premier de ma promotion, où j'avais soutenu avec 19 sur 20. Donc je suis vraiment ravi d'être formé là-bas. À travers cette fin de formation, Yekolab Academy confirme ici son engagement en faveur de la jeunesse et du développement des compétences locales. À Dolisie, tout comme à Pointe-Noire, les finalistes des centres de métiers du Niari et de la Lékoumou ont reçu leur certificat de fin de formation ainsi que les kits de réinsertion professionnelle. Une initiative portée par la Fondation Priva Frédéric Ndeki. Les précisions avec Modeste Andaï. La cérémonie de remise des certificats de fin de formation et kits de réinsertion socio-professionnelle aux finalistes en coupe et couture, coiffure et esthétique, informatique ainsi qu'aux élèves soudeurs et menuisiers issus de la formation spéciale ou spécifique des centres de métiers de Sibiti dans le département de la Lékoumou et de Dolisie dans le département du Niari
est un événement important qui marque la fin d'un parcours de formation et le début d'une nouvelle étape dans la vie professionnelle des bénéficiaires. Les cérémonies de CBT et de Dolisie s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du programme d'activité de l'année 2025 de la Fondation Priva Frédéric Ndeke. L'investissement dans la formation étant l'investissement le plus sûr, le président de la Fondation Priva Frédéric Ndeke a exhorté à Dolisie comme à CBT ces jeunes qui ont travaillé dur pour acquérir des compétences pratiques leur permettant de s'insérer dans le monde du travail, à s'affirmer. À ce jour, plusieurs jeunes ont été formés à plusieurs métiers aujourd'hui. S'ajoute la formation spécifique n'émanant pas de notre centre de formation, notamment la menuiserie et la soudure. À cet effet, il convient de souligner que c'est à l'occasion de l'initiative à l'écoute des jeunes que cette décision avait été prise pour accompagner le président de la République qui avait décrété l'année de la jeunesse. Et nous revenait de jouer notre partition en accordant à la jeunesse plusieurs possibilités de se former et de s'autonomiser aux heureux récipiendaires. C'est au prix de beaucoup de sacrifices que ces kits ont été acquis. Il vous revient de prendre la mesure de leur importance. En ce qui nous concerne, nous serons toujours à votre côté. Les bénéficiaires trouvent ici l'expression de satisfaction. Je remercie la Fondation Priva Frédéric Ndeke pour tous les bienfaits qu'il a apportés dans nos sociétés, ainsi que pour ses présences qui va nous permettre de plus travailler. Je remercie la Fondation Priva Ndeke pour l'offre de l'apprentissage. Vraiment, merci du fond du cœur. Des machines à coudre, des ordinateurs portatifs et autres kits de réinsertion reçus feront des finalistes en coupe et couture, des créateurs de mode prêts à révolutionner la mode congolaise en coupe et couture et esthétique, des professionnels de la beauté prêts à sublimer les looks, en soudure et menuiserie, des artisans du métal et du bois. Le président de la Fondation Priva Frédéric Ndeke a donné également le coup d'envoi des travaux de construction du siège de la Fondation qui abritera le centre de métier de CBT. L'actualité, c'est aussi la société de promotion immobilière Soprime, ex-Soprogi, qui a tenu son conseil d'administration sous la présidence de Gaspard Séraphin Mboulikibi. Cette première réunion, depuis la mise en place formelle de ce conseil en février dernier, a permis d'examiner les états financiers couvrant la période 2014-2024, ainsi que les rapports d'activité. NIF Avourandi nous en dit plus. De promotion immobilière Soprime ex-Soprogi, une nouvelle ère de gouvernance annonce. Après une dizaine d'années d'hibernation, cette session inaugurale du conseil d'administration de la dite société a eu le mérite d'examiner les états financiers couvrant la période 2014-2022, sans oublier l'examen de quelques rapports d'activité. Aujourd'hui, 11 décembre 2025, date à laquelle nous nous réunissons pour tenir le tout premier conseil d'administration de la Soprime, avec à l'ordre du jour l'examen et l'adoption des états financiers, dont certains remontent à plus de 10 ans, notre responsabilité est non seulement de grande portée, mais également historique. Dans un contexte exigeant, marqué par les défis immobiliers colossaux, le tout premier président du conseil d'administration de cette société invite les participants à faire œuvre utile. Monsieur le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur José Rodrigue Ngonimba, me charge de transmettre à chacun de vous ses vives félicitations pour avoir été désigné par sa tutelle comme administrateur et de vous inviter à mettre à contribution votre sagacité, de sorte que cette première session du conseil d'administration de la Soprime produise des résultats probants assortis de recommandations très pertinentes. La société étant confrontée à la forte concurrence du secteur privé, les questions du capital humain et de la mobilisation des ressources doivent préoccuper notre Conseil. Pour ce faire, une analyse des compétences disponibles doit être faite. Créée en 2012, la Soprime, bras immobilier de l'État, a déjà permis un maillage territorial en logement décent et abordable à travers plusieurs départements.
Le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, a effectué hier une visite de terrain dans plusieurs structures sanitaires privées de Brazzaville. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la qualité des soins offerts aux populations et du renforcement de la collaboration avec le secteur privé. Les explications avec Rolande Kindomoussa. Une première depuis l'ouverture du partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Le ministre de la Santé et de la Population a effectué une visite de terrain dans des centres médicaux et cliniques privés. L'objectif étant d'évaluer la qualité de la prise en charge des patients, l'état des équipements médicaux et le respect des normes sanitaires en vigueur. À l'hôpital Nouvelle Vie Médicité, le professeur Jean-Rosaire Ibarra a échangé avec le médecin-chef de la structure. Celui-ci a présenté le circuit hospitalier ainsi que les conditions de prise en charge des patients. Le ministre a salué les efforts du secteur privé en faveur de l'amélioration de l'offre de soins et de la couverture sanitaire nationale, tout en insistant sur la nécessité de maintenir des services accessibles et conformes aux standards de qualité. Que depuis fort longtemps que nous attendions qu'il y ait une autorité évidemment de la République, surtout sur le plan sanitaire, qui passe pour visiter et voir de vue ce que nous avions ici comme matériel pour mener à bon escient le travail de sauver des vies humaines. L'objectif d'installation de cette clinique, c'est évidemment pour réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Tout ce qu'on peut aller faire à l'extérieur, on peut le prouver au jour d'aujourd'hui ici au Congo, et donc particulièrement à la clinique Nouvelle Vie Médicité. Nous avions fait la visite donc du sous-sol pour montrer que nous avions une productivité d'oxygène, nous sommes autonomes en oxygène. Et nous avions visité l'unité de soins intensifs cardiologiques, l'unité de dialyse qui est composée de 25 générateurs sur fauteuil ainsi que sur lit et qui fonctionne très bien. La visite du professeur Jean-Rosaire Ibarra s'est poursuivie à la clinique polyvalente Sécurex, où les acteurs ont plaidé pour un meilleur appui au secteur privé et un renforcement des capacités du personnel médical. La mutualisation entre le secteur public et le secteur privé permet d'augmenter l'offre de soins en quantité et en qualité en direction des populations qui n'attendent que ça. N'oubliez pas que le secteur privé représente 56% d'offres de soins et le secteur public 44% d'offres de soins. Donc le déplacement de ministre n'est qu'une suite logique. Dans le cadre du programme national de développement sanitaire nouvelle génération, le secteur privé est pris en compte. Parce que hier, on avait l'impression comme si c'était le ministère de la Santé du secteur public. Maintenant, à travers le ministre Jean-Rosaire Ibarra, les deux piliers sont fréquentés. Que de mieux, lorsque vous allez dans d'autres pays, le secteur privé joue pleinement son rôle. Nous allons au Maroc, la plupart des gens, l'offre de soins de qualité, on le retrouve dans le secteur privé. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Les Congolais aussi méritent d'avoir accès à une médecine de qualité. Au terme de cette visite, le ministre a rassuré les responsables des structures privées quant à l'engagement du gouvernement à les accompagner à travers des réformes et un encadrement réglementaire renforcé. Cette visite s'inscrit dans la volonté des autorités sanitaires de consolider le partenariat public-privé afin d'améliorer durablement l'accès aux soins pour les populations. Dans le département de la Cuvette, l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo, dirigé par l'abbé Gervais Protet Yombo, vient de signer des accords de coopération avec l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba et l'hôpital de référence Maman Mouebara. Ces accords ont pour objectif de permettre aux étudiants de cet institut d'accéder à des stages pratiques et d'imprégnation au sein de ces établissements sanitaires. Commentaire Prince Héritier Banabélé. Essentiel entre le monde académique et le milieu hospitalier qui vient d'être construite à travers des signatures en apparence ordinaires, des partenariats stratégiques au service de la formation des étudiants dans les domaines de la logistique, du numérique, de la comptabilité et de l'administration entre l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo et de grandes structures sanitaires de la ville. L'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba et l'hôpital de référence Maman Mouebara. Nous disons merci à mon frère Dr Chocolat. Nous bénissons le Seigneur pour ce partenariat
en faveur de nos jeunes, de notre beau pays, le Congo, et surtout pour la formation professionnelle de nos jeunes. Nous faisons notre travail, à nos apprenants aussi de jouer leur partition. Qu'est-ce qu'un accord si eux-mêmes ne se l'approprient pas, s'ils n'entrent pas dans cette dynamique en vue de leur qualification et de leur formation, la bonne qui soit. Dans une dynamique de professionnalisation et d'ouverture au monde du travail, les étudiants de cet institut pourront désormais effectuer leurs stages pratiques et d'observation au sein de ces 2 hôpitaux publics. Une démarche qui traduit l'engagement de l'Institut supérieur polytechnique Sainte-Lucie d'Oyo à offrir une formation complète alliant savoir académique, excellence et innovation. L'année 2025, c'est l'année de la jeunesse, donc nous sommes dans ce sens de former les jeunes, de leur donner les capacités, les aptitudes, surtout la connaissance dans le domaine universitaire. Et nous, ici, nous allons les recevoir pour les différents stages qu'ils vont passer dans nos différentes directions, au niveau de l'administration, au niveau des services cliniques, au niveau des services paracliniques et pourquoi pas au niveau des services d'appui, pour qu'ils savent comment gérer une entreprise. L'hôpital général Edith Plessis Bongo Ndimba est disposé à renforcer cette formation pour le bien-être de nos étudiants. Ça nous fait un plus pour avoir des stagiaires de temps en temps. Et surtout qu'actuellement, vous voyez que nous, on n'a pas assez de personnel, que nous également, on essaie de les encadrer comme il se doit. À l'issue de la signature de ces accords, les étudiants finalistes de cet institut ont été reçus par le président du conseil municipal et maire de la ville, en présence des sages et notabilités locales. Une cérémonie de bénédiction et d'encouragement destinée à soutenir ces diplômés dans la réussite de leur parcours professionnel après l'obtention de leur brevet de technicien supérieur. Collaboration rédactionnelle Moïse Claise Tenzi, chef d'édition presse Galibali, Merveille Bidunga, Reine Tchendo et Brice Stel Ngongo, Régie nodale Dani Daniel Amboulou, réalisation Arsilandou, supervision Ordel Biakoro Malonga. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Et à demain, 20h. Au revoir.